Bonjour David Lisnard, bienvenue. Bonjour. Vous êtes maire de Cannes, président de l'Association des maires de France, et votre micro-parti qui s'appelle Nouvelle Énergie. Je voudrais commencer avec la promesse faite par Bruno Le Maire dans la presse. Il dit que face au déficit, face aux besoins d'économie, il n'y aura pas, face aux besoins de recettes surtout, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Vous le croyez ? D'abord, sa tribune, je l'ai lue là, avant de venir, et je la trouve très bien. Elle serait très bien s'il n'avait pas été ministre pendant 7 ans des Finances et de l'Économie, qui nous amène à la situation dans laquelle nous sommes. Premier élément. Le deuxième élément, on est un petit peu habitué maintenant et échaudé depuis quelques années à la pratique du « en même temps ». Et il me semble avoir entendu hier qu'on nous annonçait une recherche de recettes sur les rentes. Oui. C'est une façon de masquer certainement des hausses d'impôts. Donc, tout ça, moi, je ne vais pas commenter des éventuelles intentions. Les rentes, monsieur Lisnard, ne concernent pas l'ensemble des Français. Les rentes, ce sont des endroits où des gens ont des revenus automatiques plus importants que la moyenne et qui permettent de prélever un peu plus d'argent. La rente, c'est pas forcément plus important que la moyenne. La rente, c'est un revenu qui n'est pas lié directement au travail. Donc, c'est un revenu qui est lié à l'investissement. Et on a besoin d'investissement. Donc, pénaliser l'investissement amplifierait la crise. Ou c'est un revenu qui est lié à une pension. Notamment, est-ce que le gouvernement va s'attaquer aux pensions sociales, etc. Moi, ça m'intéresse de le voir. Donc, je ne leur fais pas de procès d'intention. Mais ce que je sais, c'est que dans la réalité des faits, dans la réalité factuelle, c'est que tous nos indicateurs se dégradent depuis une quarantaine d'années, que ça s'accentue depuis une dizaine d'années, et que cela s'accentue beaucoup. Depuis 2019, le déficit de l'État, parce qu'on confond souvent compte public et compte de l'État, le déficit de l'État diminuait depuis 2010, la fin de la crise des subprimes. Il a augmenté à partir de 2018, avant les Gilets jaunes, parce que tout cela masque une incapacité à concevoir l'absolue nécessité d'une réforme structurelle des pouvoirs publics pour rechercher la performance publique, pour que l'argent des contribuables que nous sommes soit bien utilisé. L'agence Fitch, qui fait partie des agences qui notent la France, qui évalue la puissance de sa signature, dit que ses objectifs d'économie sont hors de portée, peu ambitieux, mais pour autant ne prévoit pas de dégrader la note de la France. Ce qui veut dire qu'il y a une confiance tout de même dans la politique qui est conduite par notre pays. Alors je ne sais pas si c'est interprétatif. Moi, ce que je regarde, c'est que depuis 7 ans, on a une augmentation de la dette qui est quasiment de 1000 milliards, et notamment liée à la dégradation des comptes de l'État et aussi des comptes sociaux. Que le deuxième élément, c'est qu'on a un déficit du commerce extérieur dont plus personne ne parle, qui est structurellement de 100 milliards d'euros, et notamment avec nos partenaires de la zone euro. C'est-à-dire que ce n'est pas un déficit avec la Chine ou l'Inde, etc. C'est un déficit avec l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Que parallèlement, on a une dégradation de tous nos indicateurs de services publics, et avec cette équation qui devrait interpeller que plus on dépense d'argent public en France, moins on a, et donc plus on a une grosse fonction publique, moins on a un service public efficace sur le terrain. C'est ça, selon vous, des fonctionnaires. C'est aller chercher dans le fonctionnement de l'État ? C'est-à-dire qu'il faut aller chercher dans l'organisation des pouvoirs publics. Il faut qu'on soit dans une logique de prospérité. Là, on alterne les périodes où on distribue de l'argent à tout va, de façon très clientéliste. Il y a quelques mois, le même Bruno Le Maire que vous évoquiez était celui qui revendiquait la capacité de la France à aider et à subventionner avec le gouvernement la réparation des vêtements ou des chaussures. Vous vous souvenez de ça ? On avait des chèques sur n'importe quelle demande sociale. Et donc on alterne, chèque énergie, par exemple, on alterne ces périodes de distribution de l'argent des contribuables et des générations futures, la dette, avec des périodes où on joue au père la rigueur et au père la vertu, avec ce qui est le degré zéro de l'organisation efficace, c'est-à-dire le rabot. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous, au pouvoir, là, il n'y aurait pas eu de chèque énergie, par exemple. Vous auriez dit aux 5 millions de Français concernés, débrouillez-vous sans chèque. En tout cas, ça veut dire que déjà, on n'aurait pas sacrifié la filière nucléaire pendant 10 ans, et qu'on aurait peut-être eu comme débat en 2022, non pas les déficits abyssaux d'EDF, mais les excédents exponentiels d'EDF. Et ça aurait tout changé. Vous parlez d'excédent, monsieur Lisnard, il y a un excédent qui semble être très intéressant. Le sacrifice de la filière nucléaire n'a pas été une erreur, ça a été une faute. Il y a un excédent qui semble tentant pour le gouvernement, c'est l'excédent de l'assurance chômage. Il y a plus de 70 milliards d'euros qui se trouvent là. Je précise que cette assurance chômage, elle est gérée par les partenaires sociaux, le patronat, les syndicats, etc., etc. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous pensez, comme d'autres, que le gouvernement souhaite aller piocher là-dedans ? En tout cas, il avait annoncé ce souhait au moment du projet de loi de finances, en novembre dernier. Je me souviens, on avait eu ce débat, peut-être ici même d'ailleurs. Et c'est une tentation toujours très prégnante chez ceux qui nous dirigent, mais ce n'est pas propre à cet exécutif, c'est comme ça depuis 40 ans, d'aller prendre l'argent là où il est bien géré. Et en fait, c'est une spirale infernale. C'est la collectivisation de l'économie qui fait que ça fonctionne de moins en moins. Donc, c'est une façon de masquer la réalité de la désorganisation de la puissance publique en France.
Et moi, ce qui m'intéresse, c'est lorsqu'il y aura une alternative, une alternance après 2027, que l'on construise quelque chose, une espérance de performance publique, qui a un vrai contrat social, que l'on dise où s'arrête le périmètre de l'État. Il faut s'attaquer à la matrice. En attendant, oui, il y aura une obligation de rabot, de rafistolage. Alors justement, Monsieur Lisnard, vous faites allusion à l'alternance. Monsieur Ciotti menace, clairement, dit « Nous voulons un texte rectificatif du budget, là, dans les semaines, les mois qui viennent. Sinon, nous pourrions proposer une motion de censure. » Elle pourrait donc, si elle est proposée par les LR, être votée par d'autres et donc le gouvernement tomber. Est-ce qu'on est dans la pure politique ou est-ce que c'est une vraie menace? Est-ce que les Républicains peuvent aller au bout et donc dire, comme vous le faites ce matin, ça ne nous va pas, proposons à un nouveau Français de s'exprimer? Ça avait déjà été évoqué au moment du projet de loi de finances, au moment du 49.3. Mais ça n'a pas abouti. Je pense que... Éric Ciotti, quelqu'un de réfléchi, donc s'il l'a dit, c'est qu'il est prêt à appuyer sur la détente. Autrement, on ne brandit pas une arme. C'est-à-dire que les Républicains prendraient le risque de perdre les 60 députés qu'ils ont? Peut-être, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est quand même très grave, et d'où la pertinence de la proposition des Républicains et de l'activation d'une enquête parlementaire sur la dérive budgétaire et sur la dette. Parce qu'au moment du budget, quand même, il ne s'agit pas d'une lucidité rétrospective. On était quelques-uns, il y a quelques mois, à dire attention, le budget se fonde sur une hypothèse fausse. C'est une forme de cavalerie qu'on connaît en entreprise, c'est quand on n'arrive plus à présenter quelque chose à l'équilibre, on surévalue les prévisions de recettes. Tout le monde disait que la croissance ne serait pas de 1,4, que le gouvernement s'est obstiné. Or, aujourd'hui, on est face à la réalité. Et cet écart entre la prévision de croissance et la croissance réelle, qui sera dans le meilleur des cas à 0,9, dans vraiment le meilleur des cas, malgré tous les indicateurs de tous les organismes, pose problème sur la sincérité, non seulement au sens comptable du terme, mais tous les organismes disent que ce budget n'était pas insincère, justement, monsieur Lisnard. Ah non, c'est pas vrai. La Cour des comptes, M. Moscovici, par exemple, dit que ça n'était pas du tout insincère. C'est raté, mais ça n'était pas insincère. Mais bien sûr qu'il était insincère, c'est un principe de base de comptabilité. Quand, à l'époque, c'est inscrit dans le document budgétaire de novembre dernier, les organismes de prévision budgétaire prévoyaient 0,8 de croissance, y compris la Banque de France, et que le gouvernement part sur 1,4. C'est 0,6 d'écart, c'est 20 milliards d'euros. Donc c'est pas sincère. Vous n'avez pas complètement répondu à ma question. Est-ce qu'il faut que les Républicains activent cette motion de censure? Est-ce que ce serait aller au bout de votre raisonnement? Ce serait aller complètement au bout, dire nous ne sommes pas d'accord avec le budget, donc avec la politique de cet État, nous la dénonçons, nous appelons les Français à voter. Je ne suis pas parlementaire, mais moi, en tant que citoyen et comme politique engagé, je crois qu'on n'a pas à craindre la confrontation avec le suffrage universel. Voilà. Donc de nouvelles législatives ne seront pas une crainte pour les LR. C'est peut-être une crainte, mais enfin, c'est la vérité des urnes, voilà. Ça s'appelle la démocratie. Il y a un sujet sur lequel j'aimerais beaucoup vous entendre. Vous êtes maire de Cannes, tout près de chez vous, il y a Nice. Vous êtes par ailleurs président de l'Association des maires de France. Les trafics de drogue ont gangréné plusieurs villes françaises, grandes et moins grandes. Les villes. Mais toutes les villes, y compris Cannes. Enfin, il y a une forme de trafic maintenant en ruralité. Alors que vous disent vos collègues à l'AMF lorsque vous les croisez de cette situation? Mais il y a 2 ans, chez vos confrères du Figaro, j'évoquais la montée en puissance des trafics de drogue dans les centres-bourgs, dans des villes de 5000 habitants. Donc je me souviens, je revenais d'un déplacement dans l'Allier. Donc c'est une réalité qui gangrène notre pays, c'est celle de trafic de stupéfiants. Voilà, c'est une réalité triste qu'il faudra combattre par du pénal, mais aussi par la diplomatie. Il faut couper les flux en provenance d'Amérique latine, il faut couper les flux en provenance du Maroc, et il est temps de s'attaquer à ce fléau qui détruit les neurones de beaucoup de nos compatriotes, et notamment de nos gamins. Les opérations double XL là, qui sont mises en place par Gérald Darmanin, vous les soutenez? Vous en voyez l'effet ou pas? Pour l'instant, il n'y a pas d'effet, mais si vous voulez... Je ne veux pas tomber de façon pavlovienne dans la critique systématique de l'exécutif. Donc, moi, plus on voit de policiers, mieux je me porte tant qu'ils rétablissent l'ordre et qu'ils sont au service de l'ordre républicain. Ceci étant, on sait très bien que ce n'est pas connecté à une politique pénale qui peut être effective, qu'il manque toujours 20 000 places de prison en France, qu'on ne s'attaque pas au flux. Je l'ai vu avec l'AMF, les maires des Antilles ou de Guyane m'ont alerté sur le fait que la cocaïne arrive sur le territoire français via nos outre-mer dans les Caraïbes et ensuite inonde tout le marché sur la métropole, que tout ce qui est dérivé du hashish, etc., vient du Maroc. Donc c'est une politique qui est policière, mais c'est aussi une politique qui doit s'attaquer
avec franchise et non hypocrisie au flux. On ne doit pas acheter la paix sociale en laissant prospérer des trafics. Et puis surtout, on doit trouver une politique pénale qui soit beaucoup moins mièvre, qui soit beaucoup plus forte à l'égard des trafiquants, et y compris des mineurs trafiquants. Il faut revoir, comme nous le proposons avec Alexandra Martin et Nouvelle Énergie, le code de justice pénale des mineurs qui n'est pas du tout adapté à la réalité de notre époque. Un dernier mot, monsieur Lisnard, s'il vous plaît, sur un sujet qui vous est cher, c'est la culture. Vous avez écrit, d'ailleurs, sur ce sujet. Que pensez-vous de Rachida Dati, ministre de la Culture, lorsqu'elle propose de démocratiser, de populariser la culture, lorsqu'elle se rend dans des émissions de rap, par exemple ? Pourquoi pas si c'est une élévation de la culture ? Si c'est une fois de plus pour faire du nivellement par le bas, on va continuer à avoir dégradé le rayonnement de la France et l'élévation individuelle. Vous voyez, avec Christophe Tardieu, nous avions écrit sur la culture, nous venons écrire sur Pompidou. Pompidou, c'était l'expression du mérite républicain. Cantalien, fils d'instituteur, petit-fils de paysan, agrégé de lettres et normalien. Et la culture, elle doit être accessible à chacun, mais elle nécessite toujours une élévation et un effort. Alors justement, c'est ce qui permet d'échapper au déterminisme social et de créer de la prospérité et du rayonnement. Aya Nakamura qui s'élève, qui fait rayonner la francophonie dans le monde, qui est l'artiste française la plus streamée sur la planète et qui est pressentie pour chanter l'hymne à l'amour pour les Jeux Olympiques. Du coup, vous saluez ce choix s'il advient ? Je ne le commente pas. Pourquoi ? Parce que d'abord je connais pas assez ce qu'elle fait. Moi, j'ai entendu une fois, j'ai pas trouvé, ça m'a pas parlé. Pourtant, j'aime la culture, j'aime la musique actuelle et la musique contemporaine. Mais si vous voulez, je veux pas tomber là aussi dans cette espèce de réflexe sordide qui consiste à tout critiquer ce qui est contemporain. En revanche, ce que je sais. Donc pourquoi pas ? Mais je sais, objectivement, je serais malhonnête d'avoir un jugement tranché. C'est au-dessus de mes forces que de l'écouter longuement. Donc, je ne veux pas juger. En revanche, quand vous avez aujourd'hui des gens qui sont dans la musique contemporaine et dans le rap, je sais pas moi, Orelsan, c'est prodigieux, c'est de la poésie, c'est magnifique. Et je trouve qu'il fait beaucoup plus pour une francophonie tonique que pour une francophonie paresseuse. Merci beaucoup, David Lisnard, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.